Alors, on va déjà commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Arnaud, qui travaille en section adulte, et moi-même, Frédéric. On est missionné pour justement présenter un petit peu Karim avec sa sortie de ces deux ouvrages qu'il a écrits. Donc on va un petit peu déjà le laisser se présenter et puis un petit peu échanger ensuite par rapport aux différentes questions qu'on peut lui poser. Ensuite on présentera un passage de son premier livre, Tom, ouais. Et ensuite il y aura une séance dédicace. Voilà, donc on te laisse la parole. Alors, je m'appelle Karim Serhan, je connais certains d'entre vous en tant que professeur, parce qu'avant tout, je suis professeur des écoles. Donc, j'ai quelques parents ici, donc j'ai les enfants. Et depuis maintenant, j'ai commencé une aventure, je me suis lancé dans l'écriture il y a environ 3-4 ans, suite à un problème de santé, qui m'a laissé beaucoup de temps en fait, de libre à la maison. Et pour penser à autre chose, en fait, j'ai commencé à écrire un roman, celui-ci, le premier, Servi pour soi-même. Au départ, c'était vraiment pour penser à autre chose, c'était vraiment pour sortir de ma condition du moment. Et finalement, j'ai fait lire à certaines personnes, à ma soeur, à ma femme, par exemple, qui ont aimé, ils m'ont dit non, ça nous plaît. Et du coup, j'ai vraiment essayé de le lancer. J'ai essayé de contacter des maisons d'édition et une m'a dit bingo, on va publier. Et donc voilà. Alors justement, en question d'édition, on aurait la question qui, je pense, intéresse tout le monde. Comment, quand on arrive comme ça dans un univers qu'on ne connaît pas, on choisit un éditeur? Comment toi, tu as fait pour choisir l'éditeur? C'est une bonne question parce que, comme tu dis, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Je suis un lecteur avant tout, j'adore lire, je lis beaucoup. Dont beaucoup de romans que j'ai empruntés ici. Qui sont d'ailleurs en présentation là-bas. Qui sont là-bas d'ailleurs. Et beaucoup de conseils que Arnaud m'a donné au fur et à mesure des années. Mais par contre, j'avais aucune compétence, aucune connaissance dans le monde de l'édition. Du coup, j'ai prospecté sur Internet. J'ai fait un peu comme tout le monde, je suis allé sur Google. J'ai tapé édition roman policier, parce que j'ai compris qu'on ne pouvait pas choisir la maison d'édition au hasard. Il fallait quand même quelques critères. J'arrive pas, par exemple, à envoyer mon manuscrit dans une maison d'édition de poésie, parce que c'est pas trop la poésie ce que j'ai fait. Et du coup, voilà, donc ou leur jeunesse. Donc du coup, il faut cibler. J'ai ciblé d'abord sur Internet, sur Google, des maisons d'édition qui publiaient des romans policiers. C'est comme ça que j'ai fait. Et après, tu envoies le manuscrit? J'envoie. Alors, la plupart des maisons d'édition maintenant acceptent les manuscrits numériques. Mais pas à Bain-Michel. J'ai tenté à Bain-Michel. Alors à Bain-Michel, ils ont deux sélections. Une première sélection où ils prennent que 10% des livres. Et après, il y a une deuxième sélection. Alors j'étais content, j'ai passé la première sélection. Mais la deuxième, non, j'ai pas réussi. Et sinon, tous les autres, ils acceptent les manuscrits numériques. Et tu as des réponses ou la majorité répondent ou pas? Alors, ça dépend. Parfois, ils répondent, mais au bout de très longtemps. C'est pas toujours rapide. Eux, ils m'ont répondu plus rapidement que les autres. Donc ils m'ont dit oui. Après il y en a une autre qui m'avait dit oui aussi, mais bon, comme j'avais déjà dit ok pour Ciné Laurent, finalement je suis resté chez eux. Et à partir du moment où le manuscrit il est accepté chez l'éditeur, le circuit, ça se passe comment? Alors ce qui m'a surpris, c'est que c'est assez long quand même en fait, c'est pas rapide. Entre le moment où ils m'ont accepté, alors après bon, j'ai signé le contrat, et il y a eu au départ, je dirais 5-6 mois de gestation. Après, ils m'ont envoyé des documents où on me demandait mes choix, par exemple, pour les couvertures. Parce que j'avais moi, comme le Triskel et l'importance dans ce livre, donc j'ai choisi ça. Et après, ils passent par un correcteur, en fait. Donc, pour certaines personnes, il y a un petit souci pour la correction à l'époque. Mais sinon, c'est ça le circuit. Et après, ils nous envoient des propositions de couverture. Et une fois qu'on sélectionne celle qui nous convient, après ça passe à l'édition, à la publication et à la sortie. Mais j'avais signé le contrat au mois de janvier, le livre est sorti début octobre. Tout à l'heure, tu as dit que c'était pour oublier ta condition, etc. Du coup, pour ton inspiration, pourquoi un serial killer? Pourquoi ce genre de bouquin?
Bon. C'est pas la première... Bon, déjà, je vous rassure, c'est pas autobiographique. Hein. Ah, mais je l'espère bien. Merci de nous rassurer. Enfin, pas entièrement. Non. Non, en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout par rapport aux lectures. En fait. Quand j'étais plus jeune, je sais pas si on se souvient, Arnaud, tu m'as beaucoup conseillé des bouquins d'Eric Montesi. Oui. Et que j'ai dévoré, par rapport au fantastique. Et du coup, après, ça fait maintenant, je dirais, peut-être une dizaine d'années que j'ai beaucoup de thrillers. Et donc, naturellement, c'est ça qui m'a inspiré pour créer une histoire. C'est par rapport à mes lectures du moment. Oui, enfin, il y a thriller et puis il y a serial killer. Ouais. C'est à quel âge Il y a Toi, les t'es deux notions, passé si tu veux. carrément Ouais, au c'est plus vrai. hard. Hein. C'est Je- trash. Parce que c'est assez trash. Hein, Ouais. Voilà, sans vouloir... Je le cache pas. Hein. C'est pour ça que mes élèves me demandent de lire un passage. Je leur fais non. J'ai des questions. Je n'ai pas envie d'être viré de l'éducation nationale. donc en fait, comment dire, je sais pas si vous avez lu Frontier aussi, c'est trash quand même. Hein. Ouais. C'est ça, hein, Ceux c'est ça. qu'on a sortis, ils ont un fond assez... Voilà, hein, je dirais Maxime Chatham aussi. Hein. Oui. Alors le premier, je dirais, auteur de thriller enfin tueur en série aussi que j'ai lu, c'était Granger. C'est vraiment ma première inspiration à l'époque. J'avais lu L'Empire des loups. Il y avait une amie qui me l'avait recommandé et je suis tombé amoureux de cet univers et de ce livre. Et après, j'ai continué à lire des Granger. Après, j'ai su avec Chatham. Et là, depuis quelques années, je suis vraiment dans Chili. Et comme c'est que des auteurs qui traitent de tueurs en série, je me suis dit, on se lance dedans. D'accord. J'avais matière à en dire. Ok, d'accord. Donc tu aurais lu des bisounours depuis le début. C'est exactement ça. J'aurais dû lui conseiller les bisounours. J'aurais dû conseiller les bisounours, ok. Ah, donc, c'est pour tout C'est un ça. peu de ta faute en fait. Hein. C'est pas, mais bien sûr. C'est ce que j'allais dire, c'est de ta faute, Arnaud. Un peu, hein. Ça va être de ma faute dans sa Bah oui. Voilà. Alors dans le roman, donc on va pas dévoiler évidemment le roman, il y a forcément des antagonistes. Et Oui. comment tu as fait pour choisir le nom de ces antagonistes? De ces personnages. Ouais. Alors c'est une bonne question, mais c'est un peu compliqué d'y répondre sans essayer de révéler certaines choses, mais je vais essayer quand même. Alors en fait, c'est que c'est les deux personnages, on dirait, principaux. Alors non, on va dire il y a des similitudes, hein, enfin, dans certaines choses. Et en fait, j'ai voulu faire un peu comme si c'était, je dirais, les deux faces d'une même pièce, en fait. Hein. Un peu le recto et le verso. C'est que les deux, ils sont inspirés, en fait. Ces deux personnages, en fait, ils côtoient la mort, ils côtoient les tueurs. Je ne vais pas trop en révéler, mais voilà, c'est ça. C'était que les deux, pour dire, c'est un petit peu, si vous voulez, comme un miroir, en fait. Comme idée, c'était un petit peu un miroir. C'est comme si je regardais en face, ils ont les mêmes initiales, mais ils sont opposés. C'est ça qu'on a cherché avec la commissaire, donc qui s'appelle Camille Kaplan, et le professeur qui s'appelle Conseil comédie, donc les deux, c'est donc on a cherché ça venait de là en fait, c'est un peu comme je dis l'effet de miroir, un petit peu. Et autre question intéressante, mais quand tu fais tes références, tes sources, pourquoi tes musiques, tu les choisis ou c'est que ça te vient comme ça ou... Alors en fait j'ai voulu créer, parce que comme c'est une histoire assez sombre quand même, hein, alors j'ai voulu mettre un petit peu de légèreté sur certains points en fait. D'accord. Et le personnage de Brian Cartois, j'ai trouvé assez intéressant et j'ai essayé de trouver quelque chose, je me disais comment je peux faire pour faire quelque chose d'assez original et qui va donner un peu de légèreté à l'histoire. Justement, le fait qu'ils reprennent un mot pour à chaque fois trouver une chanson, ça a été, c'était vraiment pour mettre un peu de légèreté en le Et bien après les chansons, tu les as trouvées. après, moi je reviens toujours à mon ami Google, hein, toujours. Je tapais le nom que... alors puis c'était un peu compliqué parce que des fois je me disais attends il faut que je trouve une chanson qui a telle parole qui me convient. Alors du coup je devais changer le texte que devait dire un personnage pour qu'il puisse prendre la parole qu'il avait besoin. D'accord. Donc c'était un peu ça. Donc c'était un peu T'avais pas compliqué. ta liste de chansons? Ah non, j'avais pas du tout de liste de chansons. Ah oui d'accord. parce que ça passe de D'accord. la chanson de qu'est-ce qu'on que avait ça va repéré du de rap Gainsbourg au rap. Ah oui non vraiment, j'ai voulu qu'il soit très hétéroclite. Très éclectique, mais C'est pas tes goûts forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'accord. En partie oui, mais C'est pas le goût de forcément. Google. Voilà, c'est un peu voilà. C'est Et Scorsese c'est pareil ou Scorsese? non, Scorsese, non, par contre, je suis un vrai fan. D'accord. Je suis un vrai fan. Hein. Les Affranchis, je pense Voilà. que ma soeur, j'ai dû l'embêter, j'ai dû le voir 40 fois ce film. Oh non, c'est un plaisir. C'était notre plaisir partagé. C'était pas un de regarder plaisir, ce hein. film-là. Donc, alors moi, c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu une époque film de mafia. Hein.
D'ailleurs, on se faisait avec ma sœur, comme je dis, on se faisait des fois des soirées ou des journées films En comme ça. France. Et donc il y avait alors, les parrains, bien sûr, classiquement, mais aussi Scorsese. Et franchement, et mon acteur fétiche, c'est Robert De Niro en plus. Et comme il joue dans Les Affranchis, donc voilà, c'est un vrai coup de cœur là. Par contre, là, c'est un vrai coup de cœur. Là. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser aussi des questions dans ceux qui l'ont lu, s'il y en a beaucoup Non, N'hésitez pas. on n'a pas. Dis-moi, Oui. j'ai une question à vous poser. J'ai lu le premier tome, et c'est vrai que vous mettez en avant la femme, on va dire. Parce que la spectrice est une femme. Et c'est vrai, et je remarque quand même une chose, c'est que dans vos lectures, ce ne sont que des hommes. Tout à fait. Donc il y a quelque chose de Alors, après, assez dans- paradoxal. Après, je dirais dans les auteurs que je lis, il y a aussi Claire Favant, je ne sais pas si vous connaissez, qui est Ouais. pareil, ou alors Karine Giebel. Mais alors c'est tellement noir, j'ai beaucoup aimé ces romans, mais c'est encore pire que moi, quoi. Je veux dire, je sais pas où elle trouve d'inspiration, mais c'est noir hein, quand même. Hein. Enfin les fins, surtout ces fins, les fins de Karine Giebel, je trouve ça super comme roman, mais donc alors pourquoi une femme justement, bah, c'est un choix hein, déjà, parce que pareil dans le deuxième, il y a un deuxième personnage qui est introduit, qui est toujours une femme, bah c'est on dirait un peu de militantisme, il faut dire franchement, c'est pour mettre un peu la femme en avant. Et qu'elle est capable de résoudre des enquêtes, de faire les choses aussi compliquées que les hommes, voire mieux. Donc c'était un petit peu dans cet objectif. Sans rentrer dans votre intimité, vous dites que vous avez commencé à écrire à un moment où vous aviez besoin de sortir un peu de votre condition. C'était du coup une démarche profondément personnelle. Tout à fait. Et est-ce qu'au moment où vous commencez à écrire, vous le faites pour vous ou vous imaginez déjà un public Ou est-ce qu'au départ, ça a vraiment été quelque chose de profondément intime Moi, c'était vraiment profondément intime. Vraiment, vraiment. Parce que bon, je suis resté arrêté pendant un an. En fait, pendant un an, j'ai pas travaillé. Et en fait, je pouvais pas trop. Enfin, je pouvais sortir de chez moi, mais je sortais très très peu. Et j'avais vraiment besoin de m'évader. Enfin, vraiment, vraiment, c'était vraiment à titre purement personnel. Hein. C'était vraiment pour passer le temps. Je pouvais pas faire de sport à ce moment-là. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une activité pour pouvoir m'évader un peu. Alors j'ai toujours lu beaucoup. Comme je disais, je venais ici, mais comme je sortais moins, je me suis acheté une liseuse à ce moment-là au départ. Et pendant 2 mois, j'ai dévoré des livres sur liseuse. Mais à un moment, ça ne me suffisait plus. Je me disais, non, il me faut autre chose. Pour penser à, surtout que je devais subir une deuxième opération quelques mois après pour compléter la première. Du coup, je me suis dit, j'ai toujours voulu écrire, mais j'ai jamais osé. En fait, hein, c'est un rêve. J'avais commencé il y a longtemps, hein, tu peux t'en Oui, souvenir, hein. oui, oui, il y a quelques années de ça. Voilà, j'avais déjà commencé à écrire un roman il y a peut-être 20 ans, je pense. À peu près. Ouais, 20-25 ans. Mais je l'avais pas terminé. Hein, et en fait, je n'osais jamais aller plus loin. Et là, comme je me suis dit, j'ai le temps, j'ai que ça. Donc je me suis dit, voilà, je me suis lancé. Mais vraiment, c'était à titre personnel au départ. Et ma femme, ma soeur et d'autres personnes de mon entourage ont aimé l'histoire et m'ont encouragé en fait à poursuivre. Et du coup, tu avais du temps avec ta journée, tu te l'organisais comment? Tu te l'organisais ou t'écrivais comme ça? Alors au départ, c'était comme ça. Enfin, vraiment, c'était en fait, j'organisais quand les enfants ils étaient à l'école surtout. Parce que c'était écrire avec les enfants à la maison, c'est un peu compliqué. Et après, je m'organisais mieux. Après, en fait, au départ, j'écrivais un petit peu au feeling, mais j'ai vu que ça marchait pas trop parce que. En fait, j'ai vu créer une histoire, c'est quand même c'est complexe. Hein. C'est vraiment du taf. Hein. Et le truc, c'est que, comment dire, je prends un exemple, c'est qu'il y avait un personnage, à un moment dans l'histoire, il faisait 1m70, et apparemment 50 pages plus haut, il faisait 1m93. Et ça, c'est mon frère, il me dit, écoute, là, il y a un problème, mais lui, là, je sais pas ce qu'il a mangé en quelques pages, mais là, il a vraiment grandi. Je me suis dit, là, ouais, il a un petit souci, là. Je me suis dit, il faut peut-être être un peu plus posé, et j'ai des petits carnets, je vais les prendre après, là-bas, ils sont juste, normalement. J'ai des petits carnets où, en fait, j'écrivais chaque résumé de chapitre, en fait. Avant d'écrire, bon, j'avais bien sûr mon histoire globale dans la tête, ça, j'avais tout le fil dans ma tête, mais pas les détails. Ça, les détails, c'est vraiment au fur et à mesure de l'écriture. Donc je prenais mon petit carnet, je marquais par exemple chapitre 4, j'écrivais un résumé de chapitre 4, et après, je le rédigeais. Et pareil, j'ai fait des fiches de personnages, parce que pour éviter que le personnage grandisse d'un coup, on va dire. Donc voilà, donc j'ai marqué dans cette fiche le nom, le prénom, parce que ça paraît évident, mais le problème c'est que par exemple, je dirais au hasard, entre le chapitre 4 et le chapitre 8, il y a peut-être eu 5-6 mois qui sont passés. Avec la vie, avec toutes les contraintes de la vie, avec tout ça, tout ce qui se passe, la vie à la maison, tout ça. Et du coup, en fait, on oublie.
Hein, même si c'est nous qui avons créé le personnage, franchement, moi, j'étais vraiment surpris de ça. Je me dis comment je peux oublier ma propre histoire. Quoi. Et un autre problème qui m'est posé, c'est l'ordre chronologique. C'est que parfois, à un moment, quand je voyais les événements, je me dis non, mais là, la journée dure 72 heures, c'est pas possible. Le personnage ne peut pas faire tout ça en si peu de temps. Donc après, maintenant, au début de chaque chapitre, en fait, je notais à chaque fois, automatiquement, même si je ne le notais pas dans le livre, mais au moins dans mon résumé, la date avec l'heure, à chaque fois. C'est pour être un peu plus structuré, parce que sinon, c'est compliqué. Bon, moi j'ai une question par contre personnelle. Pourquoi Grenoble? Pourquoi Grenoble? Très bonne question. T'as jamais la même question. C'est marrant parce que très bonne question. Il y a des personnes que je ne connaissais pas qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux. Ils pensaient que j'ai vécu là-bas étant plus jeune. Ils pensaient que j'ai fait mes études. Non. Ah, parce qu'au départ, au début de l'histoire, en fait, je voulais que les meurtres aient lieu dans les montagnes. D'ailleurs, le premier meurtre qui est découvert, il est dans la montagne. Et je voulais que tous les meurtres soient dans la montagne. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est passé. Après, je me suis dit, et puis non, ça demandait trop de contraintes, parce que c'était contraignant sur certains aspects, parce qu'il fallait que je pense comment ramener le cadavre en hauteur, parce que bon, après je me suis dit, bon, je vais rentrer dans un truc, ça va être un peu compliqué à gérer. Et finalement, alors, de Grenoble, je suis passé une fois. Mais vraiment, je l'ai traversé, c'est le cas de le dire, puisque j'ai été allé dans les montagnes avec mes frères, on a juste traversé la ville. Et c'est vrai que j'ai trouvé joli, parce que j'ai trouvé que c'était une grande ville, mais à la fois au pied des montagnes. C'est pas les pures villes de montagne qui sont jolies, qui sont très petites. Là, c'est une grande ville, mais voilà, autour de Grenoble, on voit les montagnes. Et cette image m'avait plu, en fait, à l'époque. Moi, j'ai la question, évidemment, vu la couverture, le Triskel, pourquoi le Triskel? Alors, pourquoi le Triskel? Bonne question. Hein. Je cherchais un symbole, c'est souvent comme ça. Moi, j'ai une idée, mais elle n'est pas fixe, en fait. Elle est un peu, je dirais, comment dire, un petit peu vaporeuse. Hein. Et j'avais l'idée, je me dis, je voulais un symbole pour... et j'ai cherché donc symbole ésotérique. J'ai regardé plusieurs symboles qui étaient proposés. Et j'ai trouvé joli, j'ai trouvé beau, j'ai trouvé un peu mystérieux avec ces trois branches un petit peu qui s'enroulent autour d'elles-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Vraiment. Alors certains pensaient pareil que j'étais breton non plus. Hein. Je suis ni grenoblois ni breton. Hein. Donc, voilà, j'aime bien mettre des fausses pistes. Et du coup voilà, c'est vraiment par recherche, et j'ai trouvé joli. En plus, j'ai regardé un peu l'histoire du Triskel, je trouvais ça intéressante. Et même si je suis pas breton, c'est vrai que c'est une jolie région aussi, donc c'est pour ça. Hein. Et je voulais aussi que ce soit un peu antagoniste, parce que entre Grenoble et la Bretagne, c'est loin en fait. Hein. C'était ça aussi le but, hein, c'est de faire un peu de confusion, mais comment ça se fait prendre un symbole d'une région alors que l'histoire se passe dans une autre région, c'était aussi pour embêter un peu le lecteur en fait. Hein. Alors, autre question aussi, c'est dans le premier roman, tu mets beaucoup d'intermèdes. Dans le deuxième, il n'y en a pas. Si, il y en a dans le deuxième. Moins. Quand je dis alors, pas, c'est moins. Ils sont peut-être un peu plus courts, parce que normalement, les intermèdes, je les ai construits, les deux livres, l'appel à la manière, il y en a tous les 3 chapitres, il y a un intermède, en fait. Simplement, voilà, ils ne sont peut-être pas construits exactement de la même manière. Dans le premier, bon, c'est une petite révélation, mais bon, dans les premiers, en fait, les intermèdes, ils se passent un peu, tu peux redire après. Et dans le deuxième, les intermèdes, en fait, c'est le passé. C'est ça. Donc c'est ça la différence, en fait. Hein. Dans le premier, en fait, on ne sait pas du tout il se passe à quel moment. C'est un petit peu mystérieux au départ. On se dit, mais on ne comprend pas trop c'est quoi leur intérêt. On ne sait pas qui est cette personne qui est un petit peu, qui a été kidnappée, qui est un peu perdue là, dans un sous-sol. Et après, d'un moment, bien sûr, les deux histoires se rejoignent. Dans le deuxième, en fait, les intermèdes servent d'explication à comprendre un petit peu la genèse du tueur. Comment il a fait. C'est pas du tout pour l'excuser, bien sûr, mais c'est pour essayer de comprendre comment il a basculé, en fait, de simple criminel à tueur en série. Alors, une autre question qu'on a soulevée en équipe, comment tu t'es documenté pour le dark web? Parce que c'est pareil, le dark web, c'est... Alors, c'est quand même un réseau un peu dur. Bon, toujours sur Internet, mais alors après, j'ai vraiment téléchargé Tor. En fait, le navigateur dont je parle, je l'ai téléchargé à la maison. Alors, j'ai juste pour voir comment il fonctionnait, je n'ai pas fait des trucs illégaux. J'ai pas acheté d'armes non plus, tout ça. Mais c'était vraiment pour savoir, parce que je me dis, pour en parler, je voulais savoir comment ça fonctionne.
comment le logiciel fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai téléchargé, j'ai essayé. Alors j'ai pas trouvé ça très intuitif, hein, personnellement. Je sais pas comment ils font les trafiquants, mais bon. Mais voilà, bah, du coup en fait j'ai testé, en tout cas l'interface visuelle déjà pour voir comment il fonctionnait. Et après bah pareil, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu plusieurs articles surtout, je me suis renseigné sur des articles, j'ai trouvé ça dans des journaux qui traitaient du dark web. Et bah, j'ai vu ce qu'on pouvait faire dedans et c'est pas très joli quand même. Pas toujours. Et pareil, en fait, parce que là vous parlez du dark web, mais c'est un peu global. Hein. Pour les 2 romans, j'ai fait énormément de recherches. En fait, personnellement, je ne sais pas si c'est la même chose pour les autres auteurs, mais moi, la phase de recherche me prend beaucoup plus de temps que la phase d'écriture. En fait, la phase d'écriture, c'est un peu fluide. C'est la récré. Ouais, c'est un peu limite, hein, c'est un peu la récré, comme dirait Poul. C'est une fois qu'on commence à écrire, ça va assez vite. Il y a des moments où même ma femme me disait, mais tu as écrit tout ça en une journée, donc ça allait assez vite. Mais la phase de recherche, c'est très très long, hein, parce que dans le premier, par exemple, je parle d'ésotérisme, je parle aussi du travail du bois, tout ce qui est ébéniste, tout ça. Et c'est pas des notions que je maîtrisais spécialement. Et comme je voulais que ce soit le plus précis possible, donc du coup j'ai pris beaucoup de temps. Après, pareil, quand on parlait tout à l'heure de Grenoble aussi. Grenoble, bon, même si je trouvais ça joli vite fait une fois, mais je ne connais pas du tout cette ville. Donc j'ai pris Google Maps et j'ai regardé vraiment tous les itinéraires. Je voulais que ce soit réaliste, pour que, comme ça si une personne habite là-bas, elle ne me dit pas non mais ça c'est n'importe quoi. Je regardais le temps qu'on mettait de trajet de tel endroit à tel endroit pour que ce soit le plus réaliste possible. Comme je disais aussi, les restaurants que j'ai mis dedans, c'est des vrais restaurants. Même les menus et les prix des aliments, c'est les vrais. Hein. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible. Hein. Alors pareil, sur tout ce que j'ai écrit, j'ai essayé de faire beaucoup de recherches. Parce que moi, en tant que lecteur, j'aime bien apprendre des choses en lisant. Donc je me dis, bah, aussi. Donc je me suis dit, bah, peut-être que la personne qui va me lire, elle aimerait bien apprendre des petites choses. Donc c'est pour ça que ouais, je fais beaucoup de recherches pour l'écriture. J'ai une question. Oui. Est-ce que tu as utilisé Waze pour vérifier les temps de trajet en fonction des bouchons le soir, le matin? Aussi, ouais. Je changeais les dates, non, mais ouais, c'était vraiment... Parce que je vois à un moment là, des fois j'écrivais les têtes, je sais pas, 1h du matin, je vois le temps que ça met, je suis non mais là 1h du matin c'est pas très réaliste quoi. Donc je changeais l'heure, et je mettais la date que j'avais besoin, je vais même aller plus loin, même la météo. Ah oui. Je vérifiais, hein. Je suis allé sur les sites de météorologie, je regardais la météo qui s'était passée il y a 2 ans et demi, et pour savoir, je savais même pas que ça existait, il y avait des sites qui mettaient les météos il y a 2 ans, tant mieux. Hein. Et du coup voilà, je cherchais même la météo, j'essayais d'être vraiment le plus fidèle possible. Et quand tu dis écrit, tu écris crayon papier ou ordinateur? Alors en fait c'est ce que je parlais tout à l'heure, les fichiers personnages. Donc chaque fois tous les personnages principaux avec par exemple Camille Kaplan, inspecteur de police, faisant partie de l'équipe des affranchis, ayant une formation au FBI, 1m65, cheveux rousses, enfin bref, toutes les descriptions comme ça je ne me fais pas avoir en mon écrivant. Et là, c'est ça que je parlais de mes petits carnets que j'ai. Ça, c'était pour la Fabrique l'Assassin. Alors, c'est pas une vraie couverture, hein, j'avais bricolé un petit truc. Et voilà, comme je disais, donc à chaque fois, il y a d'abord le synopsis général. Voilà, bon, qui est court, hein, il fait 2 pages, alors que le livre, il fait 550 pages, donc évidemment, je remets la liste des personnages. Et là, voilà, donc je mettais par exemple chapitre 1, et là, je mettais, donc, comme j'ai dit, la date à chaque fois, hein, pour pas me tromper. Et là, le résumé du chapitre 1, vous savez, il fait une page, en général, il faut une page et demie, pas plus. Et donc ici, il y avait du coup, tout le roman comme ça. En fait. Et parfois, il y avait des changements. Parfois, j'écrivais quelque chose, mais ça changeait par rapport à ce que je fais. Bah, du coup, je barrais, je refaisais des annotations. Alors, par exemple, j'ai marqué ajuste. Voilà, bon, j'ai rajouté des petits trucs que je mettais. Parce que parfois, ce que je mettais en rouge, c'est quelque chose que le lecteur n'est pas censé savoir. Il doit comprendre. Voilà, il ne sait pas, c'est plus tard, il va comprendre. Moi, je le mets ici, mais plus tard, le lecteur comprendra certaines révélations. En fait, c'est un travail très minutieux, en fait. Voilà, moi, je mettais toujours des trucs et tout. Pas, voilà. Et là, bah, là c'est le dernier, hein, c'est le prochain, le 3e volume. Pas de spoil, hein, carrément. Pas de spoil, mais juste un mini spoil, le titre. Alors, au fond de l'abîme, ça sera le 3e normalement, sous-titré La Bête et la Bête. Et donc toujours le même principe. Hein, Les titres, c'est toi qui les choisis. C'est moi qui choisis. Ouais. D'accord. Voilà. On en parle avec l'éditeur, mais c'est moi qui choisis. Par contre, justement, Et une fois que tu as fait ça, tu passes directement à l'ordinateur ou tu... À l'ordinateur directement. Enfin, il y a toujours les recherches, bien sûr. Mais en Oui. général. Mais après, oui. Une fois que tu as que- planifié ton chapitre, voilà. après tu passes à l'ordinateur. Voilà, par exemple, là, je vois chapitre 6, vendredi 27 mars 2020 à 18h. Donc là, après, une fois que j'écris mon résumé, je prends l'ordinateur. Et D'accord. j'écris. Parfois, je jette des petits coups d'œil quand même pour bien avoir ma structure bien en tête.
Mais en fait, j'ai remarqué qu'écrire, ça s'improvise pas. Ça s'improvise pas un petit peu quand même. Il y avait un petit peu quand même de travail au départ, j'avais pas compris ça comme ça. Et donc c'est pour ça que... Justement, comme il y a beaucoup de travail, la question qui me titille, c'est pourquoi avoir fait une trilogie pour un premier et pas juste un roman, juste entre guillemets, un simple roman. Bah, du coup, c'était pas prévu dans ma tête au départ comme une trilogie dès le départ. Ah, C'était prévu, au départ, je voulais faire 2 romans. Enfin, même un. Au départ, comme j'ai expliqué vraiment tout au début, c'était un passe-temps. Hein. Mais au bout d'un moment, quand on m'a convaincu, voilà. Après, je me suis pris au jeu. Après, quand on m'a dit non, c'est bien, c'est sympathique et tout, je me suis dit bon, bah, on va essayer. Et en même temps, bon, la fin, parce qu'en fait, hein, ça, je me rappelle très très bien. Pour le premier roman, en fait, j'ai eu 3 images qui sont posées dans ma tête, juste 3. J'avais 3 petites images. La première, c'est le cadavre dans la montagne. Les 2 autres, je ne peux pas en parler parce que ça révélerait l'histoire. Voilà. Surtout la dernière image, c'est vraiment c'est la dernière image du livre. Hein. Quelque chose qui va surprendre. Et avec ces 3 images, en fait, j'ai construit mon histoire complète. Mais j'avais que 3 images en tête, c'est tout. donc tu as déjà ta fin. J'avais ma fin, ouais. D'accord. Pour le premier, j'avais ma fin. Pour mon deuxième, non. Ah, Mon deuxième, la fin, à l'arrivée, bah, il y a des événements qui ont fait que ma fin a un peu changé, hein, voilà, qui a évolué. Des événements, on va dire, qui sont arrivés autour de nous, hein, dans la vie, ouais. et qui ont fait que ma fin, elle après, elle a un petit peu changé. Et le troisième, là, pareil, la fin, elle est par contre ancrée dès le départ. D'accord. En fait, au cours du deuxième, j'avais déjà la fin du troisième dans la tête, en fait. Ok. Et, pardon, par rapport Et du coup, quand tu dis que t'as pas construit une trilogie, elle t'est venue au fur et à mesure, parce que tu es très visuel, donc il y a beaucoup de scènes qui sont très séries télé, films. Tout à fait. Donc tu as travaillé aussi comme ça ou pas du tout? Alors, je travaillais pour faire une trilogie, c'est ça? Oui, pour faire une trilogie, pour faire une espèce de série en fait. Un petit peu ça. Hein. Après, bon, je fais partie aussi un peu, comme beaucoup de gens maintenant, un peu l'univers Netflix, on va dire, Prime Video, tout ça. Donc les séries télé, j'en consomme beaucoup quand même. Je suis un lecteur, mais je suis aussi télé. Hein. Donc il y a un petit peu de ça. Je dirais pas comme première saison, deuxième saison, mais c'est un peu l'esprit, quoi. D'accord. C'est un peu. Et je voulais que le tueur en série, petit frère maintenant. Oui. Je voulais que le tueur en série soit, comment dire, difficilement appréhendable en fait, c'est ça. Oui. Je voulais pas qu'il soit appréhendé dès le premier roman en fait. Je me suis dit il faudra un peu plus de temps, que c'est un peu difficile. Je voulais qu'il y ait un petit peu une longueur d'avance à chaque fois. Du coup, c'est pour ça que je me disais, dans ma tête, un roman, c'est pas suffisant pour l'attraper. En fait, c'est ça. D'accord. Oui, c'est vrai que l'histoire elle est assez complexe. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on le sent. Bah, le deuxième, j'essaie de le faire un peu plus complexe, le deuxième. Bon, et le troisième, je prends plus de temps par contre, hein, parce que là, bon, tant mieux, hein, je ne suis pas arrêté cette fois-ci. Le deuxième, j'avais commencé aussi à la fin de mon arrêt. Il y avait eu le confinement aussi qui m'avait aidé à écrire le deuxième. Bon, là, il n'y a pas de confinement, il n'y a rien de tout ça, donc... Mais là, du coup, les vacances. tu construis ton temps d'écriture tôt le matin, tard le soir? Franchement, là, non. Pas, Là, honnêtement, là, actuellement, j'ai pas vraiment autant de temps que je voudrais. Donc, j'espère avoir un peu plus de temps maintenant pour écrire. Moi, du coup, la question que je me posais, c'est dans vos recherches, vous documentez, en fait, pour donner de la réalité au texte. Est-ce que c'est une démarche qui est complètement solitaire ou est-ce que parfois vous adressez, je sais pas, des médecins est-ce que ça vous arrive de parler à des professionnels pour vous inspirer de leur... Alors, c'est une question intéressante, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai demandé à mon médecin traitant si je pouvais lui poser des questions. Et il m'a dit oui, il m'a dit, du coup, là, c'est prévu, la prochaine fois que je vais le voir, je suis censé lui poser des questions. Parce que sa femme l'a lu, apparemment, elle a beaucoup aimé le premier roman, elle a acheté le deuxième. Et la dernière fois, il m'a demandé de passer le voir, en fait, pour dédicacer le premier livre pour sa belle-fille, en fait. Donc comme il m'a dit, il a vraiment aimé, enfin sa femme et ses enfants ont vraiment aimé, du coup je me suis autorisé en fait à lui demander. Parce qu'au départ je n'osais pas lui demander en fait, hein, parce que je me suis dit, à la base, comme je dis avant tout, je suis professeur des écoles, je ne suis pas écrivain, donc je ne me sentais pas assez légitime pour aller lui demander, mais une fois qu'il m'a dit qu'il aimait bien, je me suis dit, j'ai pris mon courage de main, je lui ai dit, est-ce que je peux vous poser des questions? Il m'a dit, pas de problème, il m'a dit, tu m'écris tout dans une feuille. Et donc voilà, donc maintenant je vais essayer d'être un peu plus rigoureux pour le prochain. Par rapport à la psychologie des personnages, donc il y a clairement une évolution, enfin il y a un changement.
Alors, comment vous l'avez travaillé, ça, la psychologie des personnages? Alors c'est vrai qu'il y a un personnage qui change dans le deuxième, hein, tout à fait. Alors on peut dire, hein, le personnage principal de Camille Kaplan change complètement du premier au deuxième. Alors il y avait une double volonté. C'est déjà parce que, sans spoiler le premier, mais bon, à la fin du premier, comme elle a été un peu abasourdie, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Du coup, elle s'est sentie très meurtrie en fait. Hein. Dans ma tête c'était ça, elle s'est sentie très meurtrie, trahie. Et du coup, c'est ça qui l'a fait un petit peu évoluer. Deuxième à l'aspect, c'est purement cette fois-ci un ressort, je dirais, d'auteur. C'est que pour qu'elle soit dans cette situation compliquée, il fallait qu'elle soit seule en fait. Normalement, je me suis renseigné, moi un policier, il ne va pas faire une enquête tout seul. Ils sont toujours au moins censés être en binôme. Hein, parce que, justement, pour pouvoir se protéger l'un et l'autre. Mais dans un roman, je trouve que ça fait un peu moins bien, parce que si elle était toujours entourée de ses équipiers, elle ne pourrait pas faire les erreurs qu'elle a commises dans le deuxième. Parce que dans le deuxième, c'est clair qu'elle a fait quelques erreurs, sans rentrer dans les détails, et je voulais qu'elle soit seule pour commettre ces erreurs-là. Et c'est pour ça que sa psychologie change, c'est pour ça qu'il lui arrive certaines choses, elle ne va pas révéler ça à ses coéquipiers, ce qui peut être énervant, mais c'est fait exprès. C'était vraiment dans le but qu'elle se mette dans des situations difficiles, qui vont un peu la bloquer, hein, et c'est pour ça, du coup, voilà, c'est vraiment pour c'est pour l'effet un petit peu dramatique, en fait, c'est pour ça. Quand tu t'es renseigné par rapport à tout ça, tu t'es aussi renseigné sur les serial killers ou tu as juste considéré que tes lectures te suffisaient? Je me suis renseigné sur les serial killers en fait depuis très longtemps. J'ai d'abord même lu des documentaires sur le serial killer avant même de lire des romans sur le serial killer. Il y avait par exemple, même si maintenant il est un peu plus décrié, mais l'auteur Stéphane Bourguin, j'ai lu plusieurs livres à lui, dont le livre noir des serial killers, et je ne sais plus lequel, et ça m'a... En fait, je dirais fasciné, mais attention, pas fasciné dans le sens positif. Je me dis, mais comment un esprit humain peut faire ça? Et je me rappelle très très bien que le départ, il y a lui qui avait dit ça, même Chatham dans un roman, il avait dit que si vous connaissez la réalité, je ne peux pas écrire ce qui se passe pour de vrai, tellement ça va plus loin que mes propres romans. Et quand j'ai lu Stéphane Bourguin, je me dis, mais comment un être humain, qui est censé être éduqué, qui est censé avoir un esprit quand même, de réflexion, comment il peut commettre de telles atrocités? Donc ça m'a un peu fasciné. Il y avait, à une époque, j'ai lu beaucoup de bouquins sur les serial killers et beaucoup de bouquins aussi sur les sectes. Parce que c'est deux phénomènes qui m'ont toujours surpris. Comment une personne peut complètement dériver pour meurtrière, ou comment une personne peut adhérer à une secte et commettre au nom de la secte des choses horribles. Donc à la base, c'est vraiment un travail de réflexion que j'ai eu bien avant mes lectures de romans en fait. D'accord. Que ça doit remonter à 25, j'avais peut-être, à peine 20 ans, donc ça doit faire 25 ans quoi. Et tu as choisi quoi comme modèle de serial killer du coup? J'ai plusieurs modèles, mais bon. Il y a plusieurs modèles, ouais. Il y a l'un des premiers serial killers que j'ai lu, qu'on a peut-être tous au moins vu en film, c'est évidemment Hannibal Lecter, qui est quand même un peu une référence. Alors ce que j'ai aimé dans Hannibal Lecter, c'est ce côté un peu, entre guillemets, un peu classe, parce que ce que j'ai appris vraiment en lisant les livres sur les serial killers, c'est le contraire de ce qu'on voit dans les films. Ils n'ont pas de classe, ils ne sont pas en général super instruits. C'est très rare, hein. Bon, il y a Ted Bundy qui était un petit peu plus instruit que les autres quand même et tout, mais quand on voit ici en France, on parle des Fourniret et tout ça et tout, ils sont pas... Ce qui vient première chose en parlant d'eux à l'esprit, c'est pas, je dirais, leur état d'esprit, enfin leur ingéniosité en fait, c'est ça. Et donc, ce qu'on voit souvent dans les romans, ce qu'on voit souvent dans les films, c'est ce tueur en série qui est très intelligent, qui est limite charismatique, tout ça. Je me suis inspiré de ça, en sachant que c'est pas la réalité en fait. D'accord. Mes lectures m'ont démontré que c'était un peu l'inverse en fait. Et toi qui es fan de films, est-ce qu'à un moment donné, tu penses que tu aurais l'idée, je dis bien tu aurais, d'envisager de faire mettre sur la toile le livre? De faire mettre sur la toile, c'est-à-dire... Parce que commencer par une trilogie alors que c'est le premier. Ouais. Dans la lancée, on Quand on y est. Après, réalisateur, ouais, pourquoi pas. Non, ce qui m'avait surpris, agréablement surpris en fait, c'est, pour répondre à ta question, c'est lors de la correction du deuxième roman, chez Sidney Laurent, j'ai bien sympathisé avec la correctrice, qui était vraiment très efficace. Et donc c'est son métier de lire des romans, donc elle fait ça toute la journée, elle en lit plein, elle en corrige plein. Et elle m'a dit franchement, ton roman, j'aimerais bien le voir en film.
Elle m'a vraiment dit ça, elle m'a dit, quand je l'ai lu, j'ai l'impression d'avoir vu un film, c'est très visuel, c'est très cinématographique. Et elle m'a dit, c'est clair que, elle m'a dit, est-ce que tu peux pas le faire, est-ce que tu as la possibilité? Je dis, bah non, je suis un seul professeur des écoles, hein. J'ai aucun pouvoir, mais voilà, c'est vrai qu'elle m'avait dit ça et ça m'avait un peu marqué cette phrase, en me disant, parce qu'elle m'a dit, moi j'en ai lu plein, hein. Elle m'a dit, c'est mon métier de corriger, je fais ça toute la journée. Elle m'a dit, mais c'est vrai que j'ai trouvé très visuel et qui se prêtait vraiment au format cinéma, et en plus comme c'est une trilogie, hein, pour dire, on va dire en plus comme c'est une trilogie, donc du coup, oui, si on me propose ça, je dirais pas non évidemment, hein, mais bon, pour l'instant je suis quand même pas très connu, on va dire. Non, mais... Mais bon, en tout cas moi j'ai un peu imaginé comme un film, c'est ça répond à la question, c'est assez visuel, parce que bon, comme je dis, je suis lecteur, mais je suis aussi un grand consommateur de films. Étant plus jeune, bon maintenant un peu moins de temps avec la vie de famille, un peu moins de temps, mais avant j'allais beaucoup au cinéma, mais j'allais même tout le temps, plusieurs fois par semaine. Et donc c'est vrai que le cinéma, ça m'a vraiment baigné, quoi, ça fait partie de la culture. Il y a d'autres questions, parce que... Il y a d'autres questions. Du coup, imaginons que ce serait transformé en film, est-ce que vous participeriez à l'écriture en format scénario? Il faudrait déjà que je sache comment on écrit un scénario, mais sinon, oui, bien sûr. Je savais pas comment on écrit un roman, je me suis lancé. C'est ce que j'allais dire. Je me suis lancé. Sinon, oui, bien sûr. Si on me le propose, ce serait un rêve, ça, évidemment. Ce serait vraiment... Si on me dit ça, on me propose un truc comme ça, je serais trop content, hein, évidemment. Et du coup, est-ce qu'il y a des mouvements de caméra, enfin quand vous l'écrivez, puisque vous êtes quand même parti de 3 images. Tout à fait. Donc est-ce que vous voyez déjà quelle esthétique il aurait, alors, lumière ça peut paraître bizarre, mais certaines scènes, moi, quand je les vois, avant de les écrire, je les vois en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi. Mais certaines scènes, je l'imagine en noir et blanc. Assez glauque, assez sombre, avec un contraste très fort, en général. Et donc oui, moi, visuellement, c'est vrai, quand j'écris, parfois, je m'imagine la scène. Hein. Pour ça, j'ai besoin de silence en général quand j'essaie d'écrire. Pour 3 enfants, ça n'arrive pas souvent, mais bon. Et donc, j'essaie vraiment de m'emprisonner, de m'imaginer, et je m'imagine la scène dans ma tête. Hein. Et comme je dis, certains sont en noir et blanc, je ne saurais pas plus expliquer pourquoi, franchement. En tout cas, le contraste, voilà. Moi, je joue beaucoup sur le contraste. Hein. Parfois, vraiment, des couleurs, une lumière vive, qui éclaire certaines scènes dans ma tête, et ça m'aide à écrire. Donc, j'essaie d'imaginer les scènes. Par rapport au choix des tableaux, vous avez procédé comment? Bonne question. Alors en fait, dans le deuxième, je me suis lancé limite un défi. Ouais. Parce que c'est pas du tout un univers que je connais, mais vraiment pas. Alors avec mes élèves, on est parti dernièrement visiter le musée du Louvre, donc j'ai fait tout un speech à mes élèves, en portant tout, mais c'est pas un domaine que je connais, que je maîtrise beaucoup en fait. Et je me suis dit, je vais écrire sur quelque chose que je maîtrise pas, pour m'obliger à faire des recherches. Et du coup, je me suis pour l'art, en fait, comment j'avais fait, c'est pareil, j'avais des images en fait. J'avais des images de position de cadavres dans ma tête. Bon, c'est une drôle d'image, je reconnais, mais bon. Et donc j'imaginais certains cadavres, comment ils s'étaient mis dans l'espace, et je tapais en fait des recherches toujours en essayant de trouver des tableaux où le personnage était dans cette position-là. Et du coup, à un moment, j'en trouvais certains qui ne collaient pas trop. Et quand je trouvais un tableau que je trouvais qui collait un petit peu à la vision que j'avais dans ma tête, je m'en inspirais et je faisais des recherches du coup sur l'auteur. Pareil, donc toutes les informations qu'il y a dans le deuxième sur les tableaux, sur l'auteur, sur leur vie, sur les choix de peinture, des choix techniques, pareil, ce sont des vérités. Mais je suis très visuel en fait. Moi, c'est vraiment, je m'imagine comme un film. Hein. Alors pareil pour les scènes d'autopsie, parce que c'est très visuel. Ouais, très visuel. Alors les scènes d'autopsie, déjà on a vu tous des films, je suppose, hein, tous des films où on a vu quelques scènes d'autopsie, même les séries maintenant, je suis un peu surpris des fois dans les séries américaines, du genre, je sais pas la série que tu regardais souvent avant, je sais plus comment ça s'appelait, parce qu'elle m'inspire aussi. Hein. Esprit criminel. J'ai été surpris parfois, certaines scènes elles sont dures quand même. Hein. Oui. Pour une série, pour une série c'était quand même assez costaud. Donc déjà j'ai vu les séries et après pareil j'ai regardé sur internet, parce que je voulais regarder les techniques. Entre ce que j'ai vu sur la télé et ce que je me suis renseigné après sur des vraies autopsies, j'ai lu des vrais rapports d'autopsie en fait. Et j'ai vu que les techniques, les vraies techniques en France, elles sont très, c'est très pragmatique en fait. Hein. Il va procéder à telle coupure, vraiment dans un but très précis.
C'est vraiment très réfléchi, c'est vraiment très procédural. Et c'est comme ça que j'ai fait en fait. J'ai lu des vrais rapports d'autopsie en fait pour essayer que ce soit assez réaliste. Où Sur internet on trouve ça. Ouais. Et pas sur le dark web. Hein, non. non. Du coup, c'est quand même une autre étape de part en série, etc. On voit ce qui est en train de se faire. Enfin, du coup, de l'écrire, du coup, là c'est vraiment votre côté visuel. Enfin, vous nous renvoyez. On est dans la scène, on vit l'autopsie. Ah bah c'est le but, hein, c'est le but. Donc, hein. Avec tous les cœurements qui va avec, malheureusement. Mais bon. Avec. Tous les cœurements qui va avec, hein, parce que c'est vrai que c'est une salle assez visuelle. Alors, moi quand j'ai écrit, mon but c'est vraiment pas de vouloir choquer les gens. Pas que ce soit. Mais je veux que ce soit réaliste. Et une autopsie, c'est pas rigolo. En fait, une autopsie, c'est découper des corps, voir comment ça se passe, comprendre ce qui s'est passé. Et donc voilà, je voulais pas édulcorer le truc en fait. Je voulais pas le rendre gore pour être gore, mais je voulais que ce soit le plus réaliste possible. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines scènes parfois qui sont assez un peu, peut-être un peu poussées, comment dire. Mais vu que tu es visuel, tu passes jamais par la photo. Non. Non. Non, c'est marrant. C'est vraiment l'image mentale. C'est l'image mentale, ouais. À part pour les tableaux, comme j'ai dit, après évidemment. Mais Parce que sinon, là, c'est que l'image mentale. c'est l'image dans ma tête. Ouais. Quand on est dans l'écriture comme ça d'un roman, il y a comme une obsession du roman. T'as des images comme ça qui viennent dans la journée, genre t'as un gamin devant toi, ou genre t'as d'un seul coup il y a un truc qui te vient ou pas. Alors, je vous rassure, si un élève m'énerve, j'ai pas les images comme je viens de décrire qui me viennent, là, ça c'est sûr. Par contre, là, je te rejoins sur un point, c'est vrai qu'il y a des images qui me viennent, parfois. Peut-être pas jusqu'à obsession, parce que ça fait un peu pathologie quand même. mais je dirais, non, c'est vrai que parfois, quand j'ai une idée, elle revient à plusieurs reprises dans la journée, en fait. Ça arrive, ça c'est vrai. Surtout, le plus souvent, c'est en fait au moment de me coucher. Et c'est là que je fais un peu le point. Hein. Je parle vraiment de ma phase d'écriture. Hein. Comme en ce moment, j'écris pas trop, donc... mais voilà, donc là, pour mon troisième roman, là, c'est vrai que j'ai pas mal d'images qui me viennent de temps en temps, quand j'ai le temps d'écrire. Et parfois, ce qui m'embête le plus, vraiment là, c'est actuellement j'ai d'autres images qui viennent, mais d'une autre histoire. Toujours une histoire de tueur en série, mais qui se passe pendant la Révolution française. D'accord. Alors que je veux pas pour l'instant, j'ai dit, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Je travaille, j'ai une autre histoire à écrire, mais bon. Tu la notes? C'est ce que m'a conseillé ma femme. Noter, c'est quelque part oublié. Voilà, c'est vrai. C'est noté dans un coin et hop, c'est ce que je fais, hein, sur le conseil de ma femme. Elle m'a dit, écoute, note là, comme ça. En temps et en heure, tu y reviendras dessus. Mais c'est ce que j'ai fait du coup. Ouais. Au départ, quand je pense que l'histoire, elle est toujours beaucoup plus simple que ce qu'elle devient à la fin en fait. Elle se complexifie au fur et à mesure de l'écriture. Et parfois, en fait, c'est ça. Donc souvent avant de me coucher, comme je dis, je me dis, attends, mais là, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Et c'est ça qui fait que ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Et il y a des moments quand tu tapes sur l'ordi, ça s'emballe? Oui. Ouais. Ah, complètement. Ouais. D'accord. Il y a des moments... Je me dis que je vais écrire un paragraphe et après je me retrouve avec 5-6 pages. Quoi. Mais tu as toujours eu une imagination débordante. Oui, tout le temps. Ça, depuis petit, il y a toujours, pas le côté gore, ça, je le découvre maintenant, mais la côté imagination débordante. Parce qu'au départ, moi, je me suis dit, mais je vais écrire un roman, je me suis dit, attends, il va faire 30 pages. Oui, je me rappelle, je me disais. Voilà, j'avais peur qu'il soit trop court. C'est pour ça que dans le premier, si vous avez lu, vous avez remarqué, il y a quand même quelques descriptions. Des descriptions de façon, parce que je me disais, et dans le deuxième, il y en a beaucoup moins. Parce que je me disais, oh là là, mais je vais jamais réussir à écrire un vrai roman, il va faire 30 pages. Alors je vais écrire quelques scènes un peu longues de description, ça va un peu remplir. Alors, franchement, c'était ça au départ. Dans le deuxième, je me suis dit, finalement, j'ai vu que je pouvais écrire sans obliger de faire 3 tonnes de description, donc du coup, j'en ai fait moins. Et quand on était enfant, mon frère Abdenour et ma soeur Noire, vous vous souvenez, hein, des fois, ils aimaient bien que je leur racontais des histoires. Alors j'étais encore dans l'élémentaire, j'étais encore enfant, et donc je leur racontais des histoires que j'inventais au fur et à mesure que j'en parlais. Mais quand j'avais honte de dire que j'inventais l'histoire, du coup je leur disais c'est une histoire que j'ai lue à l'école. C'est le prof qui me l'a raconté à l'école. Et du coup je leur racontais des histoires que j'inventais en fait. On y croyait. Et eux ils y croyaient. Moi j'étais jeune et naïf peut-être. Et je de l'apprendre, ils ne savaient pas. Et donc c'est ça, je leur racontais des histoires que j'inventais au fur et à mesure que je parlais. Et je leur disais non mais c'est la maîtresse qui me l'a raconté à l'école. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours aimé raconter des histoires depuis que je suis petit. Comment tu fais pour te canaliser, pour te dire qu'il faut que ça s'arrête? Parce que c'est le principe aussi, à un moment donné, il faut quand même terminer. Parce que là, le troisième peut enclencher un quatrième et puis un cinquième. Normalement, dans ma tête, la manière qu'il est fait, le troisième, normalement, il est terminé. Parce que normalement, comment ça termine l'histoire, il n'est pas censé avoir un quatrième, normalement. D'accord. Ça va être assez intense au moment où j'écris.
Mais je sais pas écrire, j'écris, enfin, je sais pas, ma femme peut-être que je remarque pas quand je suis devant l'ordinateur, mais j'écris jamais 3-4 heures de suite, quoi, jamais. Quand j'écris, on va dire, ça va être une demi-heure, 1 heure, je sais pas, peut-être 2 heures maximum, mais à mon avis, c'est entre 1 heure et 1h30 en général. D'accord. Pas plus. Et parce que bon, après, voilà, à un moment, comme tu dis, j'essaie de me poser un peu quand même, parce que bon, c'est, même si c'est purement imaginaire, honnêtement, c'est pas toujours facile comme de se plonger dans des idées comme ça quand même. Tu as besoin d'un rituel pour rentrer dans l'écriture et en sortir ou pas? En sortir pas vraiment, mais pour rentrer, il me faut un peu de silence quand même, un minimum de... Parce que en fait, je relis en général la fin du dernier chapitre que j'ai écrit, ou alors le petit carnet que je vous ai montré tout à l'heure, ça je reprends en général. Et d'ailleurs, je vois si ce que j'ai fait est respecté ou non, parce que comme je dis, des fois, j'ai des petits changements. Par exemple, dans un chapitre, j'ai prévu par quelque chose, et finalement, il me faut 2-3 chapitres pour l'écrire, parce que voilà, ça me prend plus de temps que je prévois. Bon, déjà, la première chose que je fais, ça c'est mon petit rituel, par contre, du début, c'est de relire le dernier chapitre, enfin le résumé du dernier chapitre que j'ai écrit, et le résumé du chapitre que je suis censé faire. Comme tout à l'heure, j'expliquais, toujours avec le petit résumé. Ça, c'est mon petit rituel de départ. La fin, non. La fin, bon, c'est comme je dis, si j'ai papa, ceci, papa, cela. Tu es capable de sortir du... Oui. truc comme ça. Voilà, enfin, ça dépend. Je dirais que ça dépend de la scène. Si c'est une scène d'action, entre guillemets, une scène où il y a un meurtre et tout, là, non, là, ça me prend plus de temps quand même. Ça me demande plus de réflexion parce que, voilà, je vais avoir des descriptions, par exemple, comme disait tout à l'heure Marie, quand c'est une scène, par exemple, d'autopsie, une scène d'un meurtre, là, ça me demande... Là, c'est un peu plus dur à sortir quand même. C'est un peu plus dur parce que voilà, je me suis comme bien plongé dedans. Je suis quand même... voilà, je me dis, bon, là, c'est quand même... Mais après, quand c'est une scène de la vie quotidienne, c'est plus facile à sortir. Ouais. Voilà, c'est ça. Tout dépend de la scène que j'ai fait, en fait. Est-ce que vous avez déjà vécu ce type de scène personnellement? Alors, heureusement que non. Heureusement parce que ça m'aurait... non, alors par contre, ça je vous rassure, j'ai jamais tué personne. Enfin, preuve du contraire. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé, ça c'est vrai. Non, oui, ça par contre, oui. C'est qu'il y a une époque, j'avais tenté de faire médecine. J'avais assisté à des autopsies, en fait, des dissections au cours de mes études. Et donc là, oui, là par contre, c'est vrai, c'était une scène qui m'avait marqué à l'époque quand même. Parce que j'en donne ça, lui, il y avait 30 cadavres. Et il y avait des étudiants en train de les découper. Donc ça, c'est vrai que c'est des scènes que j'ai déjà... C'est des scènes, je sais, qui m'ont quand même marqué. Quand même. Par contre, j'ai pas vu des scènes d'horreur, on va dire, dans la vie quotidienne. Ça, non. J'ai jamais assisté à ça et j'en suis content. D'autres questions? Bah, je crois qu'on va pouvoir passer aux dédicaces. Marie-Émilie. Moi, je l'appelais toujours Marie. Oui, bah moi aussi. Voilà. Ah, ça rappelle de souvenir. Ouais, exactement, je me souviens très bien quand on venait. Alors, du coup, attends, je t'en prie. Karine, tu veux boire quelque chose? Thé glacé, coca ou de l'eau? Thé glacé, c'est parfait. Tu veux un thé pas? Je veux bien. Après, du coup, je dois... Parce que je pense en avoir, mais... Super, je te remercie bien. Tiens. Voilà. Voilà, je te remercie. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est bien. Merci. C'est un bon choix. Ah, super. Tu veux dire... Le premier, du coup, c'est ça? Parce que ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Ta maman n'a pas lu encore le 1. Vous n'avez pas lu le 1?
Je sais pas, moi, le magicien, tu vas voir. Bon, Inès, elle n'a pas l'âge de lire encore. Oui, non, si je te souviens. Oui, pour avec plaisir, hein, mais Oui, d'accord. non, oui. Attends, je vais me connecter. Moi, je m'occupe aussi à la Marie. Je peux vous dire. Je sais même pas le numéro d'ici. On va changer. On aurait pu retirer les sacs à son pied. Ça fera plus fluide. Du coup, c'est combien déjà? C'est 21,90, 22. Je prenais. Merci, chérie madame. Par exemple, bah oui, en plus, je rappelle, tu diras à Inès qu'elle n'a pas encore l'âge. Oui, comme tu m'as dit, c'est pour... Non, enfin, exact. C'est rien, très bien. Écoute, là, tu as pris une photo. Après, la dédicace, c'est le même prix que le livre. Du coup, j'ai dit dédicace pour qui alors? Ça va comme mon grand, ça va? Ça va mon grand? Yanis, comment vas-tu? Ça va mon grand? Tu vas bien? Ça va? Un élève, mon élève. Lequel? Pas Mehdi. Je dis peut-être. Pas Mehdi. Oui, oui, tout à fait. C'est la ligne Margot, ouais. C'est bien. Farina. Tu vas pouvoir renouveler ta photo de profil. Oui, tout à fait. C'est ce que je me disais. Ah oui, le nom me parle. Du coup, non, il n'y a plus que nous. Inès, tu viens?